Chez Desjardins, c'est François Tétu, bonjour. Bonjour François. Alors, où on en est rendu également? J'aimerais ça qu'on parle de la performance de crédit. On a parlé de taux d'intérêt avec Steven tantôt. Là. Oui. Puis par rapport au cycle économique, on est rendu où exactement? Ben, en fait, et puis je mentionnais là, pendant la période de pause sur ce que j'avais travaillé ou préparé pour aujourd'hui. Puis j'écoutais Steven tout à l'heure. Bon, je trouvais ça quand même particulier qu'on avait quand même comme un suivi ou un parallèle l'un et l'autre. Une espèce de même orientation. Au niveau des taux d'intérêt. Oui. Parce que, bon, il faut comprendre que si on regarde depuis le début de l'année, la bourse américaine, ça a été coup-ci, coup-ça, KO. Puis on l'a vu là, avec des invités précédents. Vous en avez parlé avec Steven. La bourse européenne qui a très bien fait. Un secteur, parce que, bon, naturellement, dans des portefeuilles diversifiés, parce que les gens ont dirigé où il y a eu autant qu'il y a eu des allocations d'actifs qui se sont dirigées dans les marchés boursiers européens, vous avez aussi quand même des portions d'actifs assez importantes d'investissement dans les obligations à haut rendement. Alors, dû à la faiblesse des taux d'intérêt, qui ont gonflé aussi parfois la valeur des actifs dans cette catégorie là, d'investissement-là. Alors, si on regarde, bon, où en sommes-nous rendus? En fait, parce que mon graphique, je m'excuse, il faudrait que je le peaufine, là, il n'est pas parfait. Sauf que ça nous donne, par exemple, si on se rappelle, en août 2007, alors avant la crise de 2008, alors en août 2007, marché obligataire, il y a eu comme une marche des zombies. Là. Tout était, là, si vous parliez aux gens des obligations, là, il n'y avait absolument rien qui se passait. C'est comme il y a eu une gelée là, du crédit en août 2007. Et par la suite, on a vu les valeurs des marchés obligataires là, vraiment reculer substantiellement. Puis ça a engendré naturellement, bon, on l'a vu, la crise du papier commercial, etc. Donc, si on regarde en 2007, moi j'ai fait zone dangereuse, c'est qu'on a eu quand même une chute abrupte des obligations à haut rendement. Et à partir du printemps 2009, ils ont suivi quand même, il y a eu un très, très bon rebond au niveau des valeurs. Puis les obligations à haut rendement, libellant dollar américain, ont fait encore un rendement supérieur aux obligations à haut rendement canadiennes dû à l'effet de devise. Puis bon, naturellement, quand même une catégorie d'actifs mieux diversifiée. Donc, on s'est retrouvé avec des très bons rendements de 2009 à 2015 au niveau des obligations au rendement, malgré le crash, dans ce cas-là, de 26 des obligations au rendement. Actuellement, on se retrouve parce que depuis 82, on a eu en fait, la courbe des taux d'intérêt, vous l'avez vu, on en a des bas historiques, comme vous en parliez avec Steven tout à l'heure. Alors, j'ai tiré ce tableau-là quand même, qui était une recherche qui avait été faite par JP Morgan, que je suis allé rechercher parce que je trouvais que le tableau était intéressant, et d'une hausse de taux d'intérêt seulement de 1 Quel impact ça aurait sur les différentes catégories d'actifs de revenus fixes? Juste une hausse de 1 Alors, naturellement, lorsqu'on a mentionné dans les émissions précédentes d'essayer d'éviter les obligations gouvernementales à long terme, mais une hausse de 1 pourrait impacter les obligations 30 ans d'une valeur de 16 les obligations corporatives, on parle de moins 6 les obligations au rendement moins 4 et les obligations qui seraient les moins affectées, naturellement, c'est les bons du Trésor à court terme, 2 ans et moins 2 Alors, si on regarde, parce que c'est qu'une conjoncture aussi, c'est que dans les portefeuilles d'obligations à haut rendement, si on regarde au Canada et aux États-Unis, c'est qu'il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que les émetteurs ou les compagnies qui émettent des titres de dette, alors au Canada, environ la moitié des émetteurs de dette, c'est le deuxième graphique, il apparaît pas, ça? Oui, il apparaît. Bon, là, OK. Le coquin. Alors, si on regarde, c'est qu'environ 1 $ sur 2 qui est émis dans les titres de dette au Canada est consacré au secteur, des secteurs cycliques, c'est-à-dire au niveau, par exemple, des matériaux ou de l'énergie. Dans ce cas-là. Donc, on regarde au niveau américain, on parle de environ même pas le quart, 23 22,5 Au Canada, 48,9 Alors, ce qui me fait dire, c'est que si, par exemple, on a une conjoncture ou une pression légère
ou un réajustement, une normalisation de taux d'intérêt, combiné aussi, naturellement, à une problématique des entreprises du secteur pétrolier en avant de nous qui produisent à perte. Alors, on pourrait avoir des taux de défaut plus élevés dans les obligations à haut rendement. C'est une possibilité. Donc, pour les gens qui ont dirigé une partie de leur portefeuille dans cette catégorie d'actifs-là, on pourrait avoir, là, dans une fenêtre de 12, 18, 24 mois, un risque plus élevé. Et pourtant, les gens disent, écoute, j'ai une obligation. Oui, mais quel type d'obligation que tu as? Mais je pense qu'il y a un risque dans les obligations au rendement en avant de nous, possiblement. Pour recommander la prudence, c'est ça? Oui, je recommande la prudence. Ou peut-être aller vers une autre catégorie de titres à revenu fixe au niveau du crédit, parce que quand même, la pondération là, dans les titres cycliques est relativement élevée. Alors, si on regarde un petit peu plus loin, je crois, François, avant, si on précède avant, alors, si on regarde là, au niveau des taux de défaut en 2008-2009, tant au Canada qu'aux États-Unis, mais si on regarde au Canada, il était relativement élevé parce qu'on est un secteur plus cyclique. Oui. Puis si on regarde, bon, j'ai pas les données pour 2014, mais si on regarde en avant de nous, on avance dans le cycle, alors on pourrait avoir là, un pourcentage quand même là, de défaut possible au niveau là, de titres d'émetteurs canadiens. Hein? Les conditions là, aux États-Unis et les taux de défaut, est-ce que c'est aussi grave que ce ne l'était même en 2000 mais 2009 aussi, ou si c'est encore plus bas puis il y a quand même de l'espoir? Là, parce que si je regarde le graphique, là, la moyenne mobile 12 mois, ça semble quand même... On est sur la coche quand même. On est correct. Ouais. On est correct. C'est que ce que j'essaie de sensibiliser les auditeurs ici, c'est de dire, bien écoutez, vous avez, étant donné la faiblesse des taux d'intérêt, il y a eu beaucoup d'afflux de capitaux vers les obligations à haut rendement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces obligations ou ces fonds d'obligations à haut rendement-là? Oups! Il y a beaucoup de titres d'énergie cycliques. Si vous avez une pression à la hausse des taux d'intérêt, par exemple, aux États-Unis, bien là, vous pourriez avoir là, des reculs importants. On l'a vu, là, les HYG, je pense à Yield Bond, là, qui avaient fortement reculé. Puis des fois, les gens, je donne l'exemple, il y a quelques semaines, il y avait un indice dans les actions privilégiées, par exemple. C'était du CPD, François, si ma mémoire est bonne? Oui. Oui, c'est... CPD, je crois. On va y aller. C'était des fixed reset, là. Oui, c'est ça. Alors, les gens investissent, c'est sécure, je suis dans du revenu fixe, dans de l'obligation au rendement, ou je suis dans des actions privilégiées, je me sens sécure dans mon portefeuille, ma partie sécure de portefeuille, puis je perds 15 que se passe-t-il, etc. Donc, c'est important de regarder là, ce qui, parfois, le asset mix qu'on a à l'intérieur. Bon, parlons du pétrole maintenant. Ça, c'était un méchant casse-tête. Oui. Là, depuis 2 semaines, on assiste à une très, très forte remontée. Hier, les stocks aux États-Unis, c'était pas bon. Ça donnait encore de la pression supplémentaire, sauf dans l'essence. Maintenant, on dit le contraire. Puis là, les analystes commencent à dire tiens, si c'était 45-55, peut-être que l'OPEP se calmerait le pompon un peu. Bien, en fait, là, quand on était rendu à un niveau plus bas, le pétrole s'en allait à 25, là, puis on a toujours des extrêmes. Par contre, moi, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de short covering, c'est-à-dire d'opérations financières afin de couvrir des positions à découvert, qu'on appelle. Donc, vous avez, par exemple, des fonds de couverture, des hedge funds qui ont énormément ou quand ils prennent des bêtes sur des positions sur le pétrole. Ils jouent avec le feu un peu. Là. Effectivement, puis ils ont empilé des positions sur des produits dérivés pour vendre à découvert ou même des contrats à terme sur le pétrole. Et là, naturellement, on a une tendance contraire qui s'amorce, c'est-à-dire un rebond du pétrole. Alors là, il faut comprendre que ces positions-là se couvrent. Et c'est ça, c'est les raisons qui amènent une grande volatilité au niveau du pétrole. Sauf que sur les contrats à terme, on parle par exemple, au cours là, de la prochaine année, disons, un prix qui va tourner autour de 65 $. Puis on est pas mal là. On est proche. On est pas loin. On est proche. François, on reste avec nous. Ah oui. Et Stéphane nous rejoint pour les questions.